fatti tu, al tuo volere ogni polpaccio si inchina, oh tu, viva Italia. S'il existe un événement en football qui pousse les émotions à l'extrême, c'est bien le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter. Ces géants du football italien sont rivaux depuis près d'un siècle et leur quête incessante de victoire a toujours attiré les plus grands joueurs ainsi que les supporters les plus variés. L'argent permet d'attirer les plus grands, mais comme les deux formations ont remporté tout ce qu'elles pouvaient gagner, rien n'est plus fort qu'une victoire sur le vieil ennemi. Le football italien possède une intensité rare et dans une ville où les trophées ont été remportés tour à tour par les deux clubs, le résultat du derby a souvent eu pour enjeu la suprématie de l'un ou de l'autre, ainsi que bien souvent aussi le titre de champion. Le sentiment que procure la victoire reste pourtant la récompense suprême. Pasolini aveva detto che il calcio è uno degli ultimi riti rimasti nel mondo moderno. Credo veramente che Milano sia divisa a metà e abbia il suo cuore rossonero e abbia il suo cuore nerazzurro. La tradizione che ha il derby delle milanesi non ha uguali nel mondo. Io posso dire che, essendo anche tifoso, quindi lo sento personalmente. Tutta la settimana che precedeva il derby si parlava soltanto di questo. La gente ti fermava per la strada, c'erano le scommesse fra i tifosi. Dopo la partita i tifosi della squadra che vinceva facevano il funerale. C'è solo l'Inter. No, c'è solo il Milan. Les racines de la rivalité se retrouvent dans les batailles médiévales où chacun cherchait à défendre son honneur féodal, ses désirs d'expansion ou les conflits religieux. La plupart de ces batailles étaient menées par des mercenaires engagés par les principautés locales à grand renfort d'argent. Et il n'était pas rare pour ces armées de changer de camp pour des raisons purement financières. Milan était une cible recherchée, constamment en guerre avec quelqu'un à cause de son emplacement et de sa prospérité. Sous le règne de la famille de l'infâme Visconti, c'est devenu un ennemi redouté, mais aussi une cible, voire un exemple. La seule chose qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est le champ de bataille. Les duels sont toujours aussi féroces, mais ont pour cadre le rectangle vert. L'Italia ha sempre avuto questa tradizione di non essere una nazione nel suo complesso, ma tante piccole nazioni che si univano ma restavano anche molto separate. Battaglia di campanile, un comune contro l'altro, si risale addirittura al Medioevo e alle tradizioni di rivalità tra paese e paese. Il calcio è lo strumento adatto probabilmente per sviluppare questo campanilismo dove ogni paese, ogni città che confina riesce a dividersi sullo sport. Pour se préparer aux batailles, le mental était aussi important que le physique. Et bien souvent, alors que les troupes se retrouvaient en première ligne, la chance tournait du côté de celui qui savait saisir la moindre opportunité. Aucune place pour la peur, un engagement maximal étant obligatoire. L'intimidation était souvent de mise. Pas de place non plus pour l'incertitude. Où la plus petite erreur peut être désastreuse et la sanction fatale. L'indécision pouvait aussi mener à la confusion, provoquant un bain de sang. Les blessures ont aussi leur incidence sur le mental et forcent parfois à changer de tactique. Le pouvoir du feu était une arme aux effets désastreux. Les siècles passant, les conflits ont continué, le but devenant alors une Italie indépendante et unifiée.
Et pour Milan, cela signifiait aussi la fin de 3 siècles de dominations étrangères. Pas de quartier accordé avec l'escalade de la violence qui cause de nombreuses pertes. Survivre était donc la clé. Mais le pouvoir du drapeau et la force du maillot sont si grands que les défaites annoncées se muent parfois en victoires inattendues. La célébration de la victoire est donc aussi symbolique sur le terrain qu'elle ne l'était dans une Italie libérée. Aux premières heures, le derby se dispute dans l'ancienne Arena Stadium de style romain qui existe toujours aujourd'hui. À cause des divisions sociales entre les deux clubs, le Milan est en plus le club des classes ouvrières de gauche, alors que l'Inter est celui des privilégiés de droite. La rivalité a donc toujours été très forte, offrant un derby très enflammé au public milanais. Sous l'impulsion du président milanais Piero Pirelli, le stade de San Siro est construit en 1926, première source d'inspiration d'un match à 9 buts, remporté par l'Inter. Les améliorations se sont poursuivies pendant les 60 années suivantes, avec, en point culminant, d'importantes rénovations pour la Coupe du Monde 90, le tout débouchant sur un triomphe de l'architecture italienne. È come la Scala, è come il Duomo, è uno dei simboli di questa città. La seconda casa. Ci sono 2 tipi di calciatori, i calciatori eccezionali e i calciatori normali. E quando sono negli spogliatoi o nel sottopassaggio hanno paura tutti e 2, sia il fenomeno sia il calciatore normale. La differenza arriva quando entrano in campo. Il fenomeno è come se fosse a casa sua in poltrona davanti alla televisione. Il calciatore normale comincia a aver paura e la paura che hanno i calciatori normali a San Siro di sbagliare è incredibile. Ce véritable théâtre futuriste était un défi d'architecture et de design. Considéré par beaucoup aujourd'hui comme une cathédrale moderne, il est autant une attraction touristique qu'une enceinte sportive. Mais c'est surtout, bien sûr, l'enceinte des fans du Milan et de l'Inter. Même s'il accueille d'autres événements alors qu'il a été exclusivement construit pour le football, il crée un lien unique entre les supporters et les joueurs, un stade où tout a été fait pour produire une atmosphère si particulière. La capacité du stade est de 85 000 places, avec pour chacune une vue imprenable sur le terrain. Historiquement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, Milan a toujours été la première ville d'Italie. Si tous les chemins mènent à Rome, le centre économique et de la mode en Italie, c'est Milan. La non esci serena, ma mi me senti male. Te scrivi cara mamma, su studio resta qui. El me mira e me chiama, vicino a ti. Oh mamma mia, mi sono lontano. Cité de Léonard de Vinci ainsi que d'autres grandes figures, Milan a toujours été une ville reconnue pour montrer l'exemple que les autres ne font que suivre. C'est aussi la ville où les performances de la lyre ont souvent dicté leurs lois. Chaque derby a son histoire, mais certains restent dans les mémoires pour des raisons à chaque fois différentes. La dramatique victoire de l'Inter, 6-5 en 1949, après avoir été mené 4-1, est sans doute l'un des souvenirs les plus mémorables, sachant que les buts ne sont pas toujours légion en Italie. Le plus controversé peut être celui de 1957, grâce notamment à l'inclassable Benito Renzi. Bellissimo,
Io stavo succiando questo limone perché non c'era acqua. Milan bénéficie d'un penalty en sa faveur, mais c'est Lorenzi qui tire avantage de la situation. Finse di andare a mettere a posto il pallone del giocatore del Milan e prese il limone e lo mise sotto il pallone. Tout le monde a vu ce qu'a fait Lorenzi, sauf l'arbitre et les joueurs de Milan. Les supporters rossoneri essayant désespérément d'attirer leur attention. I tifosi del Milan, a quella porta lì, i tifosi del Milan, sono venuti su, volevano entrare in campo. Les supporters de Milan sont furieux et insultent Lorenzi sans que l'arbitre ne change bien sûr sa décision. Les fans de l'Inter exultent eux bien sûr de voir le pénalty manqué sous les huées des Rouges et Noirs, pour qui le nom de Lorenzi reste à jamais une insulte. Lorenzi si mise a ridere, il giocatore del Milan capì che era stato fregato, andò da Lorenzi a lamentarsi, ma ormai il pallone era uscito, il Milan non aveva vinto. Mi sono arrivate almeno dai tifosi milanisti 5.000 lettere, mi volevano ammazzare. Poi tutto passa, si sa, il gioco del calcio è bello per questo, no? Non ci sono le vendette, questo è il bello. C'est bien connu, la patience est une vertu, et c'est au bout de 50 ans que Milan tient sa revanche. Maldini et Tassotti, les gardiens du temple, sont impatients de faire bonne impression, et les joueurs ne tardent pas à montrer leur détermination. 2 buts marqués très vite par le nouveau venu, Comandini place le Milan dans un fauteuil. Après une saison en demi-teinte, Milan tient aussi enfin à offrir à son public de quoi exulter et de quoi réparer l'héritage laissé par Lorenzi. Tout ce que touche Milan devient de l'or, à l'image d'Andrei Shevchenko. Le Brésilien Serginho ajoute lui un 6e but record pour la plus large victoire du Milan AC dans le derby. Pour Massimo Moretti, le président de l'Inter, et Tardelli, l'entraîneur, c'est un jour à oublier. Parmi les grands joueurs, Giuseppe Peppino Meazza est resté dans l'histoire. Une légende de l'Inter qui a disputé 40 derbys sur plus de 20 ans. En son hommage, San Siro est renommé de son nom en 1980. Un joueur qui a aussi été le capitaine de l'Italie lors des 2 victoires consécutives en Coupe du Monde 1934 et 38. Questo grandissimo campione, noi pendevamo tutti dalle sue labbra quando parlava, perché Meazza era il dio del calcio. Ci disse: vedete ragazzi, per me oggi è un giorno importante perché noi giochiamo contro il Milan. E noi ancora sì, però non è che... perché io purtroppo ho una macchia nella mia carriera e noi tutti che stavamo a guardare, ma cos'è questa cosa? Ho giocato un anno nel Milan. Io che sono sempre stato dell'Inter, l'ultimo anno della mia carriera l'ho giocato nel Milan e allora ogni volta che c'è il derby, anche se è un derby di ragazzini, io voglio che vinciamo perché mi sembra di cancellare un po' questa macchia. Autre star à s'être imposé à Milan, le Suédois Gunnar Nordahl, meilleur buteur durant 5 saisons au début des années 50. Juan Pepe Schiaffino, l'Uruguayen de Milan, s'est fait connaître quant à lui comme bourreau du Brésil lors de la Coupe du Monde 1950. Valentin Angelillo, le magicien argentin de l'Inter, a lui aussi brillé dans les années 50 grâce à son style acrobatique et la terreur qu'il semait dans les défenses adverses. Enfin, José Altafini, le Brésilien du Milan, connu pour son instinct de buteur et ses réalisations décisives la plupart du temps. Mais s'il fallait trouver une période qui symbolise la force de la rivalité des 2 clubs, c'est le début des années 60 avec l'émergence du Golden Boy de Milan, Gianni Rivera, et du grand buteur Sandro Mazzola. Deux joueurs au talent très précoce qui ont fait leur début en équipe senior alors qu'ils n'avaient encore que 17 ans. Qui était le meilleur ou le plus efficace était un constant sujet de conversation, puisqu'ils ont permis à leur club de tout gagner et qu'ils se battaient pour le même numéro 10 en équipe nationale. Les deux ont été au sommet en même temps, chacun cherchant à dominer l'autre, bien aidés par les médias qui ont constamment cherché à les opposer. Malgré les controverses, ils sont restés fidèles à leur club, disputant la bagatelle de 80 derbys milanais et de 130 matchs pour l'Italie. La rivalità fra lui e me era normale che fosse perché lui era capitano dell'Inter e io ero capitano del Milan. Rivera era un po' più tecnico, era
più per fare i passaggi. Mazzola invece era più aggressivo, più veloce, più forte fisicamente e faceva più gol. Ed è stato per la città una cosa bellissima, c'erano 2 italiani contro, dunque con 2 maglie diverse e soprattutto in una città in cui le squadre erano decisamente forti. L'apparence physique, la bonne gueule de Rivera a souvent servi son talent. Joueur européen de l'année, champion d'Italie, champion d'Europe et coupe intercontinentale ont partout fait de lui un héros et une star. Mazzola était tout aussi vénéré par les fans et les aficionados de football, ce qui lui a valu aussi son lot de récompenses. Sur le terrain, les 2 hommes ont tous les 2 martyrisé les défenses en marquant des buts quasiment à volonté. Les 2 ont pris un malin plaisir à se jouer de l'adversaire en donnant cette insolente impression de facilité. En plus de leurs incroyables qualités individuelles, ils savaient aussi se mettre au service du collectif et utiliser la force de leurs partenaires. Malheureusement, les 2 joueurs occupaient le même poste, avec pour principale victime l'équipe nationale, qui n'est pas toujours parvenue à les associer. L'option étant souvent de les utiliser chacun une mi-temps. Les 2 hommes seront en tout cas rivaux pendant près de 20 ans. Le pinacle de la carrière des 2 joueurs fut leur succès en Coupe d'Europe avec leur club durant les années 60. K permet à la Coupe d'Europe de prendre pour la première fois la direction de l'Italie. Et seul un 3e match de play-off contre le Santos de Pelé prive Milan de la Coupe intercontinentale. Les heures de gloire du Milan et de l'Inter vont se croiser puisque le titre suivant revient aux Nerazzurri, Europe en 1964, qu'ils gagnent à nouveau contre Benfica l'année suivante. Un goût de la victoire que les clubs milanais vont conserver pendant une décennie de domination. L'histoire la plus touchante reste pourtant la rivalité fratricide entre les frères Baresi. Noi siamo sempre andati d'accordo, non c'è mai stata rivalità, c'era sicuramente questa passione per il calcio, uno giocava nell'Inter, uno nel Milan e quindi c'era, in quei 90 minuti eravamo avversari, ma c'era grande rispetto e grande stima. Si sentivano in continuazione, però la settimana del derby, ognuno a casa sua, telefono staccato, non ci si parla. Per una settimana almeno diventavano nemici. Appena finita la partita tornavano sempre. Giuseppe et Franco Baresi ont véritablement été élevés par leur club. Les 2 garçons ayant tragiquement et prématurément perdu leurs parents. Les clubs sont alors presque devenus leurs parents de substitution. Alors que Giuseppe fait son trou à l'Inter, rejeté chez les jeunes, Franco doit partir au Milan, où il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Franco qui va aussi devenir une icône nationale en tant que capitaine à la fois de l'Italie et du Milan AC dans son 2e âge d'or. Son aptitude à se retrouver aux avant-postes lui a permis de marquer également des buts inattendus. L'esprit Baresi semble en tout cas contagieux puisqu'il contamine tout le club avec bon nombre de trophées à la clé. Comme pour Giuseppe qui a lui aussi joué en équipe nationale aux côtés de Franco. Les adieux de Franco à son Milan de toujours fut l'occasion d'une cérémonie émouvante, mais a aussi rappelé l'importance de l'homme pour le club et les supporters. Pour sa contribution apportée sur et en dehors du terrain, Franco a été désigné joueur du siècle du Milan AC, ou l'hommage à un homme qui a tenu un rôle clé dans le retour du club au premier plan. Alors que Franco a maintenant endossé le costume de vice-président du club, son rôle le plus important est surtout de guider le futur du Milan. Grâce notamment à ses débuts très discrets, il est tout à fait conscient de l'importance de la détection et de la formation des jeunes dans l'espoir de retrouver un jour des Rivera, Maldini ou autres Baresi. Il lui revient donc d'insuffler au centre de formation milanais non seulement les bases du football, mais aussi une certaine force de caractère. Farli crescere non solo calcisticamente ma anche umanamente, fargli fare sport, che questa sia la cosa importante. Milan ayant l'habitude d'acheter les meilleurs joueurs, c'est un parcours très difficile auquel doivent s'attendre les plus jeunes, conscients de la concurrence qui existe entre eux, mais aussi des moyens financiers qui permettent d'attirer n'importe quel joueur du monde. Le défi est relevé, mais Baresi reste persuadé que seul le talent réel s'avère payant au final.
La famille Maldini symbolise aussi l'attachement au club, avec Paolo le fils et Cesare le père. Dagli anni 60, 54-55 fino a questo momento la famiglia Maldini è sempre stata protagonista. Quando sono arrivati 10 anni lui mi ha chiesto se volevo andare o Milan o Inter, io naturalmente, anche senza volere un po' di influenza ce l'avevo, allora ho scelto Milan. Avec un Paolo qui a emboîté le pas de son père comme capitaine du club ainsi que de l'équipe nationale, et un Cesare qui joue toujours un rôle administratif très important, l'influence des Maldini semble devoir se poursuivre encore quelques temps, avec même un Maldini junior en relève. La force des deux clubs repose autant sur leurs supporters que sur leurs talents. Les Nerazzurri ont toujours eu beaucoup de stars symboles des succès du club et de la passion qui entoure l'équipe. L'Internazionale a toujours eu une image très régalienne, conservatrice, à cause de sa base de supporters qui compte parmi les personnages les plus influents. Son palmarès est conséquent également, avec 2 coupes intercontinentales, 2 coupes d'Europe et 13 titres de champion. C'est sous la présidence du magnat du pétrole Angelo Moratti et de l'entraîneur Helenio Herrera que l'on peut situer l'âge d'or de l'Inter. Un président que son fils, Massimo, aimerait imiter aujourd'hui. La famiglia Moratti è l'Inter. Le serpent de l'Inter est un héritage de la vieille famille des Visconti. Créé en 1908 par des Suisses, dissidents du Milan, le club a toujours eu comme but de fonder une équipe qui comprendrait toutes les nationalités. En 1928 pourtant, les troupes fascistes de Mussolini obligent le club à changer son nom en Ambrosina Inter, en hommage à Ambrogio, le saint patron de la ville. Mussolini, dont l'idéologie fasciste a divisé l'Italie et qui a noué des liens avec Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Malgré la guerre, le football et les derbys se sont poursuivis avec l'idole de l'Inter, Peppino Meazza, devenu le symbole de la solidarité fasciste qui va rendre la rivalité encore plus intense. Les années d'après-guerre voient exploser le talent du Suédois Skoglund et de l'idole nationale Benito Lorenzi, qui lorsqu'il ne jouait pas avec le public était un buteur très efficace. Mais c'est la Dream Team des années 60 qui va marquer les esprits, une équipe composée grâce à l'argent d'Angelo Moratti et la technique d'Herrera, l'entraîneur. L'Inter è una squadra che ha avuto il suo boom di tifosi, è diventata molto importante quando ha vinto negli anni 60 quella Inter quella di Mazzola, quella di Corso, quella di Suarez. Sapevamo tutti quello che volevamo e facevamo tutto quello che c'era da fare dentro e fuori dal terreno di gioco per vincere le partite. Tutte le grandi tradizioni creano dei doveri e creano degli obblighi. E l'Inter ha una grandissima tradizione dietro le spalle. L'histoire personnelle de Sandro Mazzola le prédestinait à devenir une star. Le décès de son père de la grande équipe du Torino dans un accident d'avion en 1949 lui a immédiatement valu une vague nationale de sympathie, même si c'est surtout sa propre motivation qui lui a permis de construire sa propre réputation. Dès son premier derby, Mazzola marque même le but le plus rapide au bout seulement de 13 secondes. Le premier choix de Herrera est d'acheter l'Espagnol Luis Suarez à Barcelone pour un transfert record à l'époque. Suarez qui va devenir le chef d'orchestre du milieu de l'Inter. Autre rouage essentiel de la machine interiste, le grand défenseur Giacinto Facchetti. L'objectif d'Herrera était de créer un nouveau style de jeu en exploitant au maximum le talent et la forme physique de chacun. Herrera ha portato delle novità nel calcio italiano. Il calcio italiano in quegli anni era un calcio povero di professionalità. E ha dato una svolta a questa squadra che, da essere una squadra importante però solamente in Italia, l'ha fatta diventare molto importante sia in Europa che nel mondo. L'Inter ne craignait personne puisqu'il détruisait systématiquement et méthodiquement les meilleurs grâce notamment à sa terrible contre-attaque. Après Herrera, l'Inter a connu quelques difficultés jusqu'à l'arrivée de Giovanni Trapattoni.
Entre les deux, l'Allemand Rummenigge a tout de même eu le temps de faire preuve de toute son efficacité offensive, tout comme la star des années 80, Sandro Altobelli, de son talent, que ce soit en club ou en équipe nationale. Trapattoni a également pu s'appuyer sur le trio allemand Matthäus, Brehme et Klinsmann. Lothar Matthäus était l'âme et la star, chargé de créer et marquer des buts pour remporter le Scudetto, justifiant pleinement son titre de meilleur joueur européen de l'année en remportant le Ballon d'Or 1990. La capacité de Klinsmann à marquer des buts était presque aussi célèbre que les pitreries de casse-cou de Walter Zenga, le gardien resté fidèle à l'Inter pendant plus d'une décennie. L'un des plus grands symboles de l'Inter reste sans conteste Giuseppe Bergomi, qui n'a jamais quitté les Nerazzurri. L'arrivée de Ronaldo suscite de grands espoirs, mais les blessures l'empêchent de s'exprimer, tout comme son partenaire d'attaque Christian Vieri, malgré tout de même un grand nombre de buts inscrits. La Coupe UEFA 1998 reste donc le dernier trophée remporté par l'Inter qui vit depuis dans la frustration. La devise d'Angelo Moratti qui disait « Pour avoir le meilleur, vous devez fournir le meilleur » se vérifie toujours dans le camp d'entraînement de l'Inter. La forme des joueurs aujourd'hui dépend souvent de leur style de vie. Les salaires faramineux recèlent des pièges dans lesquels il est facile de tomber. Une vie rendue d'autant plus facile qu'ils sont idolâtrés par des supporters qui suivent chacun de leurs mouvements. Alors que la Piano Gentile, le centre d'entraînement, convient parfaitement aux stars, l'Inter a aussi créé des camps pour les jeunes, afin d'essayer de très vite détecter les nouveaux talents, mais aussi afin d'offrir aux plus jeunes une opportunité de vie qu'ils n'auraient pas eue sans cela. La promesse d'un Ronaldo de retour en forme aura en tout cas permis à l'Inter de rêver à un renouveau de son âge d'or. Alors que l'Inter regarde vers l'avenir, Milan peut savourer le passé et le présent, les récentes célébrations du centenaire permettant de relier les générations. L'héritage de Rivera a toujours été assuré par une longue lignée de stars qui ont toutes laissé leur empreinte dans le club. Milan per me è tutto. Quando purtroppo manca il campionato, manca tutto. Il Milan è, come dicevo all'inizio, una fede che non può cambiare, a prescindere dal colore politico che uno porta nella sua vita di tutti i giorni. Da qualsiasi parte del mondo lei va, sanno che cosa vuol dire Milan. Per me il Milan è la vita. Les origines du Milan sont britanniques et notamment ont été inspirées par un joueur anglais, Herbie Kilpin. Avec 5 de ses compatriotes, ils fondent en effet en 1899 le Milan Cricket et Football Club, avec comme couleur symbolique le noir pour inspirer la peur et le rouge pour invoquer le diable. Ce qu'Angelo Moratti et Elenio Herrera représentaient à l'Inter, Andrea Rizzoli et l'entraîneur Nereo Rocco l'étaient au Milan des années 60. Le Milan du début des années 50 doit en grande partie son succès au trio suédois Gren, Nordahl et Lidholm, plus connu sous le nom de Grenoli. Un trio ensuite relayé par l'influence combinée de Gianni Rivera et du patron, Nereo Rocco. Rivera semblait né pour être une star à tous les niveaux. Après avoir hypnotisé les défenses, il a su utiliser son talent pour devenir ensuite ministre italien de la Défense. Ces duels avec Mazzola restent pourtant toujours profondément ancrés dans les mémoires et les cœurs des supporters. Les Rossoneri de l'ère Rivera restent en effet toujours une référence, malgré les nombreux trophées remportés par le club au cours de son histoire, dont 3 coupes intercontinentales, 6 coupes d'Europe et 16 titres de champion. Les dernières récompenses ont été remportées sous la présidence de Silvio Berlusconi, le Premier ministre italien. Berlusconi qui a acheté un club aux portes de la banqueroute et du scandale en 1986 pour complètement le réorganiser et le remettre sur le chemin de la victoire.
Respecté par beaucoup, détesté par d'autres, la confiance et la prévoyance de Berlusconi ainsi que sa puissance financière sont à la base du nouveau succès du club. Come importanza nell'innovazione della gestione di un club calcistico in Italia, Berlusconi è stato molto importante. Con la passione di Berlusconi che aveva fino da ragazzino per il Milan, ha completamente cambiato il Milan, portandolo a livelli stratosferici. Il suo personaggio, il suo carisma l'ha trasmesso a tutti. Ecco. Alors que Berlusconi a aidé à la création de l'équipe, c'est le trio néerlandais Gullit, Rijkaard et Van Basten qui a fait le reste. Ruud Gullit était un grand consommateur de ballons, jamais plus content que lorsqu'il dirigeait le jeu ou marquait du pied ou encore de la tête, ce qu'il a toujours fait avec élégance. Aux yeux des spécialistes, il n'y avait pas de buteur plus élégant et naturel que Marco Van Basten. Ce qui paraît difficile pour les autres devenait simple avec lui. Les résultats de Milan dépendaient souvent de son sens du but et de sa capacité à conclure. Et sa retraite anticipée à cause des blessures à répétition fut forcément une perte majeure pour le club. Frank Rijkaard était le moins étincelant du trio. Un travailleur infatigable, doué d'une grande finesse et d'une belle technique. Et pour beaucoup, la clé de nombreuses victoires milanaises grâce à sa précision clinique de finisseur. La confiance de Berlusconi en Arrigo Sacchi, entraîneur relativement méconnu à l'époque, s'est montrée tout aussi payante, Sacchi ajoutant la touche finale à cette équipe. Avant que le raid solitaire de Frank Rijkaard contre Benfica prouve aux yeux de tous son rôle essentiel dans l'équipe. À cette époque, Milan était intouchable. Noi vogliamo essere qualcosa di più di un club di calcio, noi vogliamo essere un'azienda di intrattenimento. Et c'est exactement ce qu'ils étaient. Milan a délibérément fait de ses joueurs des stars, sur et en dehors du terrain, afin de pouvoir en exploiter le maximum. Le style et l'apparence font tout, tant que bien sûr les résultats suivent. C'est l'ensemble de tout qui fait un succès. La maxime de Berlusconi étant que tout le monde, depuis le président, doit se sentir impliqué. Pour tous ses supporters, Milan n'est pas juste un club, c'est une famille. Au pied des Alpes suisses, le club dispose d'un centre d'entraînement ultramoderne, le Milanello. Les joueurs y disposent d'installations luxueuses, qui feraient la fierté de beaucoup. Un centre qui a coûté une fortune, pour assurer aux joueurs confort et sécurité. Il y a même une suite, réservée en permanence pour le président. Une surveillance high-tech permet de conserver un œil sur tout, mais cela n'empêche pas les supporters les plus acharnés d'essayer d'apercevoir leurs idoles par tous les moyens. Le temps où l'entraînement n'était qu'un aimable regroupement a vécu. Helenio Herrera, le vieux mage de l'Inter, l'avait déjà démontré. À l'époque du tout business et du chacun pour soi, les spécialistes sont partout, enregistrant la moindre performance de façon à organiser avec minutie l'emploi du temps des joueurs et à ce qu'ils soient au maximum de leur forme. La compétition se retrouve à tous les étages. La longévité au plus haut niveau dépend de l'hygiène de vie, du coût, de la réputation et de l'engagement de chaque joueur. Le Milan AC tient aussi beaucoup à soigner son image. L'aspect du passé, du présent ou du futur de Milan est analysé et diffusé 12 heures par jour, 7 jours sur 7, de façon à ce que les fans ne ratent rien. Il Milan è una delle squadre più importanti, più famose nel mondo e evidentemente è stata la prima a recepire questa iniziativa editoriale di realizzare un canale totalmente dedicato alla squadra. Probabilmente la differenza principale che c'è oggi tra il Milan e l'Inter
è che il Milan è condotto veramente come un'azienda, mentre l'Inter è ancora gestito come una squadra di calcio. Una volta capito che il calcio è diventato un affare, bisogna ragionare in termini di mercato e non più in termini sportivi. Le merchandising en Italie est un énorme business. Et plus la star est grande et plus le retour sur investissement est bon. Tout a un prix et peut porter un logo, une image ou un motif du club. Des mascottes sont faites à l'effigie des joueurs qui sont les vecteurs des couleurs du club ainsi que de leurs valeurs marchandes. Les vieux symboles sont recyclés et les couleurs du club sont constamment réutilisées. Même Barbie a trouvé sa place dans les objets du club. Même si de nouveaux visages apparaissent constamment, les légendes ne sont jamais oubliées. Pour les sponsors, plus la star est grande et plus son image doit être soignée. Dès qu'une nouvelle star arrive, une ligne de produits est fabriquée. We do products for champions, so what we want to develop is the best product for our players. Quello che è diventato importantissimo è la creazione con un giocatore, ad esempio Ronaldo o Del Piero, di tutta una serie di iniziative pubblicitarie e commerciali su quel giocatore. È il denaro che sceglie, non sono tanto le idee degli uomini. Io sono arrabbiato con mia mamma perché mi ha fatto nascere troppo presto. La spirale infernale des transferts a placé les agents en première ligne, qui cherchent constamment à tirer des bénéfices en faisant monter les enchères et la pression sur les joueurs. Une superstar comme Ronaldo a fréquemment subi le feu de la critique, même s'il a peu d'équivalent devant les buts. Non siamo noi a decidere quali sono i limiti del mercato, è una responsabilità che devono prendersi le società che troppo spesso usano gli agenti e i giocatori per mascherare i loro errori e questo non è giusto. Pour les vrais supporters, le derby, ce sont 2 jours dans l'année durant lesquels ils peuvent afficher leurs couleurs sans aucune retenue. Perçus traditionnellement comme le 12e homme, leurs encouragements tiennent parfois un rôle déterminant dans la victoire. Et il est bien difficile de les faire taire. Non esiste un derby senza la partecipazione dei tifosi. Come il nostro sangue e le nostre vene, che sono nere di fuori e rosse di dentro. Per certi tifosi è quasi più importante vincere il derby che non vincere il campionato. Anche se perdo il campionato, ma basta vincere il derby. Moltissimi anni fa il Milan retrocesse in Serie B e in questo stadio con una squadra di seconda categoria faceva 40, 50, 60 mila persone. Cioè questo vuol dire amare i propri colori, amare la propria squadra. Per noi come società e soprattutto per i giocatori il sostegno dei ragazzi della curva è fondamentale. La préparation pour le derby peut réclamer des semaines de réunions de façon à préparer une chorégraphie complexe qui met en avant les meilleurs symboles du club. Avevamo fatto la storia di Milano dagli anni del Medioevo, tutta raffigurata con questi striscioni e come domenica scorsa abbiamo fatto questa astronave che va sulla Luna, che rappresenta che il Milan ormai può conquistare solo la Luna, ha conquistato tutto. Les deux clubs disposent de nombreuses cellules de supporters qui ont chacune leur stratégie et qui parfois essaient de s'unir pour faire front. Le RHO, un des fan clubs de l'Inter, aborde chaque derby avec la même confiance, estimant qu'il ne s'agit là que d'une formalité. Siamo a -2, domenica sera, sorpasso, sorpasso, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Les Brigate Rossoneri du Milan représentent les supporters les plus puissants et les plus bruyants.
Grâce à Giancarlo Capelli, leur leader, ils sont très bien introduits dans le club, avec lequel ils peuvent coordonner leurs actions de façon à se montrer autant que possible, tout en étant très efficaces. Sono 35 anni che frequento la curva del Milan, allora per quello c'è questa rispettabilità e anche perché io seguo il Milan ovunque, dappertutto, in Italia, in Europa e nel mondo. Les médias italiens sont focalisés sur le football et notamment sur le derby, l'un des plus importants du monde. Peu de championnats n'attisent autant les passions que le calcio, où tout est fait pour que l'intensité soit à son comble. Les journalistes spécialisés sont légion et ne cessent d'analyser chaque petit élément et font monter la pression bien avant le derby. La stampa oramai fa parte del calcio, magari a volte vorresti un tipo di informazione meno strillata e più equilibrata, però fa parte del gioco, è così nel calcio, è così nello spettacolo, è così sempre. Alla domenica pomeriggio inizia tra le televisioni, i giornali, tutto per la prossima partita, cioè dura 7 giorni continuamente. Il calcio in Italia è una guerra. Che poi questo sia sbagliato è un altro discorso, però in Italia il calcio è una guerra. La polémique est une tradition dans le football italien. Beaucoup considèrent cela comme un don de Dieu. Pour les médias, sexe et football sont les ingrédients parfaits pour augmenter les audiences. TV Lombardie est peut-être une petite télé, mais elle ne manque pas en revanche de débats très animés. Tout le monde a son opinion et personne n'est jamais d'accord, quel que soit le sujet. Les supporters se prennent tous pour des experts et trouvent sujet à discussion sur n'importe quoi. Maurizio Mosca, le présentateur, pourrait rendre furieux les téléspectateurs, mais il connaît l'importance auprès du public de son rôle d'avocat du diable. Si Mosca se fait le porte-parole des extrêmes, la Gazzetta dello Sport symbolise, elle, l'impartialité. Cela fait presque un siècle qu'elle fait autorité, grâce notamment à son objectivité dans le football italien. Una delle tradizioni italiane la mattina sono la brioche, il cappuccino e la Gazzetta dello Sport, in quest'ordine, cioè o in ordine inverso. Diciamo che nel corso degli anni la Gazzetta dello Sport è diventato il punto di riferimento degli sportivi. Le jour du match, la tension est palpable dès le lever du soleil. Les revendeurs de tickets au marché noir sont très nombreux, conscients que chacun à Milan aimerait voir le match. Les forces de l'ordre sont-elles très tôt en place afin d'éviter tout débordement. Le record d'affluence est à plus de 100 000, mais depuis la rénovation du stade pour la Coupe du Monde 90, cela tourne souvent aux alentours de 80 000 personnes. La police est toujours présente en force, que ce soit pour maintenir l'ordre ou parfois juste pour assister au match. Et bien sûr, tous les moyens sont bons pour essayer de rentrer. Se vinci in Milan, lavoriamo un po' di più. Dobbiamo lottare contro la loro fortuna, come in tutti i derby. Pendant le match, le job le plus difficile est bien souvent celui des entraîneurs, ainsi que celui des arbitres. Et savoir qui a raison ou tort n'est jamais vraiment facile. Avant que les joueurs ne prennent place au centre de l'arène, le stade appartient aux supporters qui disputent leur propre match, toisant et provoquant l'autre camp par des chants et autres provocations. Les dirigeants doivent aussi se préparer comme les autres, bien conscients de ce qu'implique une défaite ou une victoire. Quand les équipes font leur apparition, les supporters font alors preuve d'allégeance à leur camp en rivalisant d'imagination. C'est aussi l'occasion de faire le bonheur des plus petits.
Les entraîneurs s'enferment eux dans leur bulle. Et dans ces dernières secondes avant le coup d'envoi, la tension est très nettement perceptible. Dès le coup d'envoi, le match est lancé, chacun cherchant à défendre ses positions. Période d'observation, d'intimidation inévitable où personne ne tient à perdre la face. Aucune équipe ne semble pouvoir prendre possession du ballon, les supporters prenant toujours parti forcément pour leurs idoles. Boban est un des anciens du Milan et donc habitué à une telle atmosphère. Étant donné sa technique, il est aussi une des premières cibles. L'Uruguayen Recoba parvient lui à se frayer un chemin, mais voit son tir détourné avant d'être la cible des fans rossoneri qui le bombardent d'orange. Le pressing permanent de l'Inter commence à inquiéter Alberto Zaccheroni, l'entraîneur du Milan qui hurle sa frustration. Serginho tente de sonner la révolte, mais il pousse trop loin son ballon. L'Inter pratique un football plus offensif, plus fluide aussi. Et c'est une grossière erreur du gardien Abbiati qui permet à l'Inter d'ouvrir le score. Recoba sert Zamorano, tout heureux de l'offrande. Le Chilien est aux anges, tout comme Lippi, son entraîneur. Zaccheroni, lui, est livide. En seconde période, une demi-volée de Zamorano est cette fois stoppée par Abbiati. La pression de l'Inter se poursuit avec la frappe de Recoba qui s'écrase sur le poteau. Si Lippi reste calme, Zaccheroni est hors de lui. Koé ne ménage pas Boban, dont le tempérament le pousse à vouloir se venger lui-même. Koé qui semble en tout cas content de faire perdre ses nerfs aux Croates. Les partisans du Milan comprennent que ce n'est pas leur jour quand Seedorf sert Di Biagio qui double la mise d'une frappe magnifique. Les supporters de l'Inter exultent, Zaccheroni semble lui résigné. Di Biagio peut exulter, alors que Lippi, lui, intériorise. Zanetti pousse pour en ajouter un troisième et seul un tacle désespéré l'en empêche. Le manque de réussite plonge les dirigeants du Milan dans le doute. Alors que le chrono s'écoule, le Milan bénéficie enfin d'un pénalty. Tous les yeux sont donc rivés sur Shevchenko, qui le transforme sans problème. Mais Zaccheroni sait qu'il est trop tard. Et toute la hargne de Gattuso n'empêche pas l'arbitre de siffler la fin du match. Zanetti prend le temps quant à lui de remercier les supporters pour leur aide précieuse. Alors que les rossoneri n'ont plus qu'à digérer leur défaite. Tout le monde adore les vainqueurs, mais il n'existe bien sûr aucune garantie dans le football. On peut simplement juger sur ce qui s'est passé. Et l'héritage de Mazzola et Rivera symbolise à la perfection ce qu'un derby a pu générer comme émotion. Et on ose se demander ce qu'il y aurait s'il n'existait pas. Ma io penso che sarebbe un disastro per l'economia familiare e politica. Milano senza calcio non c'è, non è più Milano. In Italia, pensare a un'Italia senza calcio è molto difficile. Se non ci fosse il calcio, bisognerebbe inventarlo. Ce qui pour les Italiens signifierait presque tout réinventer, car rien ne les passionne, ne les captive autant. Car seul le derby peut générer une telle magie.